Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est David Abbassi qui est avec vous, comme tous les samedis, première et dernière du mois. J'espère que vous allez bien, tout va bien. Mais dans certains endroits dans ce monde-là, rien ne va plus. Ah oui, mes chers amis. Alors, quoi de neuf? C'est à vous de nous dire. Je suis là pour vous écouter. Comme vous savez, cette radio, il vous donne la parole depuis plus de 40 ans. Vous avez la parole, mes chers amis. Vous pouvez vous exprimer sur tous les sujets que vous voulez. Si vous avez des questions précises, sur n'importe quoi, que je peux vous répondre, je suis là à votre service pour vous répondre. Voilà. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Et bien sûr, sur l'Internet, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. En tapant ici et maintenant.com. 08 92 23 95 20, c'est le numéro de le standard. Avec l'avis de vous recevoir, ravi et honoré de vous recevoir, de vous écouter, mes chers amis, sur 95 FM. C'est à vous de nous dire quoi de neuf, mes chers amis. C'est à vous de nous dire. On vous écoute. La liberté qu'on est en train de se battre pour l'obtenir presque partout dans le monde, la liberté qui est très chère pour l'être humain qui est né, créé, soi-disant, libre et actuellement, comme vous pouvez savoir, partout dans le monde, on est en train de se battre pour obtenir cette liberté. C'est-à-dire la liberté, soi-disant, n'existe pas partout. Et non plus toujours. Dans certains pays, vraiment, c'est difficile et impensable que les gens donnent leur vie, même les enfants, pour obtenir la liberté. C'est ça qui est très grave, mes chers amis. Vous savez, actuellement, le monde entier est au courant de ce qui se passe en Iran. Je sais que vous êtes très intéressés d'écouter ce qui se passe en Iran. Voilà, là, par exemple, les enfants, même récemment, il y avait les enfants de 7 à 8 ans, 12, 14, 16 ans, 17 ans, qui ont été assassinés par les balles tirées par l'armée révolutionnaire de la République islamique d'Iran. Alors, c'est incroyable, puisqu'on ne peut pas croire que dans notre époque du XXIe siècle, le nouveau monde qui a commencé, qu'il soit comme ça, vous ne pouvez pas vous exprimer seulement en manifestant dans la rue et vous allez être massacré. De toute façon, je suis là pour vous écouter, même si vous avez des questions ou vous avez des propos à nous dire sur n'importe quel sujet, on est là pour vous écouter. 08 92 23 95 20. Voilà, mes chers amis, et on y va. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Ici et
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Humeur du temps présentée par David Abbassi tous les samedis et quatrième samedi du mois. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
C'est vraiment impossible d'imaginer ce qui se passe aujourd'hui même, en 2022 en Iran. Les massacres, ça continue, les manifestations également, ça continue. Depuis le 16 septembre, comme vous savez, ça a commencé. Et une chose qui est très importante en Iran, les femmes, ils brûlent leur voile, leur foulard. Ça, c'est très important dans l'histoire de l'humanité. Il y a des gens qui se battent pour le porter, et il y a des gens qui donnent leur vie pour ne plus le porter. C'est très important. Et vous êtes actuellement au courant de tout. Le monde entier est au courant. Le monde artistique, politique, scientifique sont derrière cette révolution laïque persane. Et vous savez, chaque jour, il y a des centaines, pas dizaines, des centaines d'actes artistiques, politiques, de soutien à cette révolution laïque qui sort de n'importe où, n'importe quelle planète, n'importe quel pays, n'importe quel village, ville, on parle de ça. Je voyage de temps en temps, même dans ce temps-là, et quand on est en voiture, on s'arrête dans n'importe quel village en Europe ou ailleurs pour prendre un café. On voit les gens dans un petit village de 1000-1500 habitants, ils sont en train de parler d'Iran et les femmes iraniennes. Ça, c'est très important. Mais à côté, il y a certaines idées et la demande de la part du peuple iranien, on peut dire, qui n'a pas été respectée. Ça veut dire que c'est les politiciens de notre monde doivent soutenir cette révolution comme ils ont soutenu à l'époque la révolution contre le Shah d'Iran. Ils ont le jet set à l'époque, il y avait 5, ils ont fait à Guadeloupe en réunion, et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de ne plus soutenir le régime qui était 2000 fois mieux que ce qu'ils l'ont remplacé, c'est des ayatollahs. Maintenant, il faut faire la même chose. Et maintenant, c'est partout, tout le monde le dit. Tout le monde dit ça. Même Macron, il a dit l'autre jour qu'il avait honte de serrer la main avec Raisi à New York. Ça, c'est très important. Mais avant ça, je vous invite à écouter un journaliste perse, d'origine perse, que vous le connaissez bien en France, c'est Sarah Dourgui. Il était invité sur France 24. Écoutez ce qu'elle dit. C'est très important ce qu'elle dit, puisque peut-être vous n'avez jamais entendu ce que elle nous dit
au sujet de ce qui se passe en Iran. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Sarah Doraghi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes journaliste et auteur. Vous êtes franco-iranienne. Vous êtes la lauréate du prix de la laïcité que vous avez obtenu au nom des femmes iraniennes. C'était en 2018. Vous suivez bien sûr à titre personnel et professionnel, j'imagine, ce qui se passe en Iran depuis le 16 septembre dernier. Bien avant, bien sûr, mais particulièrement depuis le 16 septembre dernier, la mort de Mahsa Amini. Le mouvement de protestation que son décès en détention a provoqué est entré dans sa 7e semaine. Quelles sont d'abord vos nouvelles personnelles d'Iran ? Les nouvelles personnelles, c'est les nouvelles que tous les Iraniens de l'extérieur ont. On a beaucoup plus de nouvelles, je pense, que les Iraniens de l'intérieur, parce qu'il y a ces problèmes de coupure d'Internet et tout. Quoique, les Iraniens sont quand même malins, ils arrivent à sortir des images de ce qui se passe et des manifestations. C'est pour ça que tous les Iraniens sont devenus des journalistes citoyens. C'est grâce à eux qu'on a des images. Ce ne sont pas des images de la télévision d'État. Avant, c'était aussi le problème, c'est qu'on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Avant TikTok, avant Instagram, avant les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est la différence aussi avec 2009, c'est qu'aujourd'hui, il y a toutes ces images qui sont sorties. Je pense que c'est... D'abord, on a une bonne visibilité de ce qui se passe en Iran. Évidemment, on a un intérêt, quand on est d'origine iranienne, on regarde plus attentivement. Mais je pense aussi que c'est très intéressant pour les pays occidentaux. Intéressant et embarrassant. Pourquoi ? Parce que le régime islamique, c'est bien comment il traite les gens. C'est bien qu'il tue, qu'il viole, qu'il opprime et qu'il supprime la liberté depuis 43 ans. Ça, ils sont au courant, ils savent. Ce qui est compliqué pour les pays démocratiques, c'est d'être aujourd'hui, face à ces images qui sont sorties, aujourd'hui, plus personne ne peut dire « Ah, mais on ne savait pas. Ah non, mais nous, on avait vu que des femmes en tchador marcher sur le drapeau américain. Ah, c'est pas ça ?» Ben non, c'est pas ça. Et ça, là, aujourd'hui, collaborer, c'est le nom, pardon, c'est le verbe qui convient, avec ce régime qui tue aujourd'hui des jeunes, des femmes, des étudiants, qui tue véritablement. Je veux dire, c'est pas une image. Avant, on pouvait imaginer que voilà, tuer ou faire taire, c'était une image, c'était un synonyme, une métaphore. Ça l'est pas. Il tue vraiment à balles réelles les gens. Quand on est témoin de ça et qu'on continue à soutenir ce régime, soutenir, ça veut dire faire encore des affaires, être encore en négociation, se dire oui, mais attendez, on discute peut-être le dossier sensible qui est le dossier nucléaire. Je dois rappeler le sentiment des Iraniens qui est « il n'y a pas de dossier nucléaire s'il n'y a pas de Mollah ». Voilà. On va y revenir dans un instant, mais je voudrais qu'on parle un peu de cette révolte. Vous êtes l'une de celles d'ailleurs qui dit révolution depuis quasiment le début du mouvement. Est-ce que vous avez l'impression qu'on se trouve à un moment de bascule, en ce sens qu'on est à peu près dans les 40 jours, après la mort, ces 40 jours importants après la mort de plusieurs figures de la contestation. Parallèlement, la contestation, et on parlait de ces procès publics qui vont avoir lieu cette semaine, est montée d'un cran. Vous parliez de ces tirs à balles réelles qui ont eu lieu dans plusieurs universités. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui peut basculer d'un côté ou de l'autre ? Ce qui peut faire basculer, je pense très sincèrement, maintenant, c'est l'implication et l'alliance des pays occidentaux, d'abord avec le peuple iranien, véritablement. Ça veut dire rappeler les ambassadeurs, renvoyer les diplomates et qu'on soit très clair, que les pays occidentaux soient très clairs avec leur rapport. Soit on choisit le régime, soit on choisit le peuple. On ne peut pas simplement soutenir avec des mots en disant « les femmes iraniennes, vous êtes vraiment formidables, on est vraiment admiratifs de tout ce que vous faites. En revanche, on continue à faire des affaires avec eux. En revanche, on continue à négocier avec ce régime-là. » Ce n'est pas possible de faire les deux. J'entends, vous savez, Emmanuel Macron, notre président, qui dit nous regardons attentivement ce qui se passe. Mais vous savez depuis combien de temps les Iraniens entendent ça de tous les chefs d'État? Nous regardons attentivement. Mais combien de temps vous allez regarder ce qui se passe? C'est terrible. C'est terrible de regarder, de ne rien faire. Parce que voilà, maintenant, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Donc maintenant, il ne faut plus regarder, il faut être dans l'action. Ce qui peut faire basculer aussi, c'est que l'armée se mette du côté du peuple. Et là, ils viennent d'augmenter de 50% le salaire des soldats. C'est vous dire qu'ils sont en train de tout faire pour essayer de tuer encore plus de gens, pour essayer d'éliminer le plus d'opposants possible. Sauf que c'est quoi l'opposition en Iran? On dit ce sont les jeunes et les femmes. Ben, je suis désolée, mais les jeunes et les femmes en Iran, c'est 80% de la population.
Certains Iraniens craignent alors, est-ce que c'est à cause de la répression qui grandit? Est-ce que c'est précisément à cause du manque de relais international, on va y revenir, que le mouvement s'essouffle? Est-ce que c'est votre inquiétude? Je ne pense pas que le mouvement va s'essouffler. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la jeunesse aujourd'hui qui est dans la rue, c'est pas une jeunesse à qui le gouvernement, le régime islamique peut reprocher d'être le pur produit d'Israël ou des États-Unis, de l'ennemi, vous voyez. Ce sont des enfants qui sont nés sous cette révolution, ils n'ont pas encore 20 ans. Vous voyez, donc aujourd'hui, cette révolution va pas s'essouffler. Ces enfants-là n'ont connu que ça. Donc, en revanche, il y a les réseaux sociaux. Cette fois-ci, les réseaux sociaux sont de notre côté. Donc, la révolution ne peut pas, en Iran, à l'intérieur, s'essouffler. Et c'est un analyste qui disait très justement que c'est le premier moteur, ce sont les Iraniens de l'intérieur, la jeunesse de l'intérieur qui est en train de manifester, de faire sa révolution. Le deuxième moteur, ce sont les Iraniens de l'extérieur. Vous savez, il faut reconnaître aussi une chose, nous, les Iraniens de l'extérieur, nous avons été nous-mêmes extrêmement mous pendant ces années. Nous avons subi et laissé faire pendant des années. Pourquoi ? Parce que nous aussi, finalement, on se disait oui, mais je vais pas parler devant les caméras ou prendre la parole parce que sinon je peux pas retourner en Iran, sinon je pourrais pas faire ci ou pas faire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire face au courage de ces femmes-là ? La moindre des choses, c'est prendre la parole. La moindre des choses, c'est de dire et rapporter leur voix quand on est capable de le faire. Donc, si ça s'essouffle en Iran, les Iraniens de l'extérieur seront là pour non seulement manifester auprès et leur sympathie et leur alliance avec ces jeunes-là, mais aussi pour rappeler à leur pays démocratique dans lequel nous vivons, nous, les Iraniens des États-Unis, d'Angleterre, du Canada, de France, on leur rappelle aussi à nos gouvernements ici, attention, ne faites pas l'erreur, soyez cette fois-ci au moins du bon côté de l'histoire. Alors qu'est-ce qui ferait, selon vous, pour parler de la France, qui est votre co-pays, qu'est-ce qui ferait que la France, demain, arrêterait, comme vous le disiez tout à l'heure, de dire on vous regarde, on vous observe, on vous soutient par les mots, mais passerait à quelque chose de plus concret? Rappelez l'ambassadeur. Arrêtez le dossier nucléaire, qui n'est pas un dossier. C'est un dossier complètement irréel sur lequel... Ça fait 30 ans, je veux dire, si ce dossier devait arriver quelque part, il aurait déjà abouti. Vous voyez, donc c'est un dossier en fait qui permet, qui est au milieu de l'Iran, de la France, des États-Unis et du reste du monde, en disant non. Là, on est en train de négocier un dossier nucléaire, on ne peut pas trop les attaquer. Là, on est en train de derrière lequel ces pays se cacheraient pour ne pas assumer leurs responsabilités. Et là, aujourd'hui, parce que je vais vous dire, ça n'arrange personne que l'Iran devienne démocratique, que l'Iran devienne un pays fort. C'est toujours plus facile de négocier tout à la baisse avec un pays à problème, en disant, vous savez, vous n'êtes pas exemplaire, on vous méprise, mais on va vous mépriser officiellement, mais officieusement, on va faire des affaires. Ça n'arrange personne qu'aujourd'hui, l'Iran devienne démocratique. La seule chose, c'est que, je vais vous dire, se réveiller après 43 ans, après avoir subi pendant 43 ans ce régime barbare, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette population intérieure et extérieure que sont les Iraniens. Encore une fois, les Iraniens de l'extérieur se sont sentis... Moi, je me sens française. Mes amis qui sont aux États-Unis se sentent américaines. Mais on n'a jamais arrêté de se sentir iranien. Cette fois-ci, plus personne ne va plier. On n'abandonnera pas. Même si en Iran, les jeunes ont un coup de mou, nous n'abandonnerons pas cette fois-ci. D'autant qu'il y a un débat sur s'il s'agit d'une révolte, d'une révolution, quelque part. Une révolution. Voilà. Il y a des choses qu'ils ne souffriront aujourd'hui. On a l'impression d'aucun retour en arrière quand on voit ces femmes marcher à Téhéran sans voile. Est-ce qu'elles le remettront un jour ? Quand on voit ces femmes qui font de la moto, ce qui est interdit, je crois, en Iran quand on est une femme, est-ce que, voilà, on sent qu'il y a quelque chose quand même qui est presque acquis, quoi. À quel prix ? Mais là, il n'y aura pas de retour en arrière. De façon générale, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Pourquoi ? Parce que si ces jeunes-là se sentent abandonnés, on imagine le pire scénario, la population iranienne intérieure aujourd'hui, ces jeunes, sont abandonnés
par la scène internationale, par les Iraniens de l'extérieur. On tue encore plus, on va exécuter, pour donner l'exemple et pour que les étudiants et les jeunes arrêtent de venir dans la rue, ils vont faire des exécutions publiques. C'est ce qui est prévu là. Vous voyez, c'est terrible d'être témoin de ça. Et de se dire, non, là, on réfléchit à ce qui est l'opportunité pour nous. Non, là, c'est pas possible. Donc, ce qui se passe en Iran aujourd'hui, c'est un point de non-retour pour ces jeunes-là. Ça, c'est sûr. En revanche, il y aura toujours des femmes voilées, il y aura toujours, bien sûr, mais celles qui ont enlevé le voile, celles qui sont allées dans la rue et qui se tiennent devant les forces paramilitaires, les gardiens de la révolution, les Bassidji, celles qui se tiennent devant, celles-là, jamais elles ne reculeront. Et pour ce qu'on a déjà perdu en tant que jeunes, en tant qu'étudiants, celles et ceux qui sont déjà morts, plus personne ne peut se permettre de reculer, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Même si à l'intérieur, ils sont confrontés à une absence de relais politique, même s'il n'y a pas d'alternative à ce stade aujourd'hui en Iran, ça, il ne risque pas de se dire qu'au bout d'un moment, on est là, on se tient debout, on enlève nos voiles, on risque nos vies, et oui, et on a besoin d'aide. Un mot sur l'Iran, on a besoin d'aide. naturellement. Vous savez, les Iraniens ont une grande fierté, une grande dignité, donc on ne demande pas, c'est dans la culture, on ne demande pas d'aide. On se débrouille. On a mal, on ne le dit pas, on souffre, on se tait, c'est dans la culture. Mais cette fois-ci, vraiment, et je le dis et je voudrais que ce soit entendu, nous avons besoin et de la France, et des États-Unis, et du Canada, et des pays européens en général. Nous avons besoin du monde entier pour soutenir un peuple qui est en train de mourir. Vraiment, il y a du sang qui coule des mains de ces mollas, et à chaque fois que quelqu'un ose prononcer le mot liberté, il risque de se prendre une balle dans la tête. Qu'est-ce que c'est ? Je veux dire, imaginez ça en France. Et je comprends, en tant que Française, qu'on ne s'imagine pas exactement ce que c'est de vouloir la liberté. Pas de vélo, pas le droit de faire du jogging avec un leggings, pas le droit de montrer les chevilles, pas le droit de se regarder, se tenir la main, pas le droit à rien, pas le droit de chanter, pas le droit de danser. Rien n'est possible. Rien n'est possible. Vous savez, vous allez en Iran, vous êtes en train de faire franco-iranienne. Je vais en Iran, je suis en train de faire la queue pour aller à la pharmacie. Il y a un type qui passe devant tout le monde. Et en fait, tout le monde est habitué à ça. Ce n'est pas possible. Alors, on a supporté, personne s'habitue. On a supporté pendant 43 ans. Aujourd'hui, on ne supportera plus, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. On a entendu votre propos. Merci infiniment Merci d'être venu ce matin. On aurait pu en parler. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser. Sarah Doraghi, vous reviendrez. Demain. Voilà, ça c'était Sarah Doraghi, et vous voyez, avec grand courage, elle est une journaliste française, elle-même elle dit je reviens demain, c'est-à-dire elle est là pour l'inviter toujours, dans tous les médias, elle est là pour parler, invitez-les et écoutez-les, vous voyez, avec grand plaisir, elle n'a pas besoin de se montrer, mais quand la collègue elle le dit, elle souhaite de le revoir sur cette chaîne qui est France 24. Il dit, je serai là demain. C'est-à-dire, il faut l'appeler, il faut l'inviter, il faut parler. Elle a bien dit, et elle a presque tout dit. Sarah, elle a bien parlé. C'est là la situation en Iran depuis 44 ans, et on a fermé nos yeux. On a fermé nos yeux, pourquoi ? Puisqu'on a besoin de pétrole, de l'argent, de dollars et tout ça. Et ça, c'est terrible dans notre époque. Et être comme ça, c'est vraiment terrible. Alors, il y a beaucoup d'interventions, bien sûr, dans tous les parlements, Sénats du monde entier, qu'ils soient en Allemagne, en Autriche, en Belgique, aux États-Unis, les politiciens qui parlent, les artistes qui font des œuvres artistiques. Chaque jour est en train d'augmenter le nombre des œuvres artistiques réalisées par les artistes le plus connus dans le monde. Récemment, il y a 60 artistes français, 60, qui ont chanté la chanson de Sherwin pour la liberté, pour Baraya Azadi. Et le monde entier, c'est chaque jour, quand je dors, le lendemain, je suis face à plusieurs créations artistiques concernant cette révolution laïque perse, qui est très intéressante, mes chers amis, puisqu'il a bouleversé notre époque, il a bouleversé le monde entier, il a
bouleverser, vous allez voir, il va bouleverser le monde musulman. Le monde musulman qui se bat pour porter le chador. Printemps arabe, plupart des endroits qu'on a fait printemps arabe, c'était pour réclamer l'islamisation du pays, pour porter le voile. Vous avez des exemples dans le pays, voilà. Mais l'Iran, c'est 100% opposé à ça, 100% opposé. L'Iran, il brûle. En plus, vous savez qu'est-ce qu'il crie? Les manifestants dans la rue, ils crient comme quoi nous détestons votre religion. Nous détestons votre religion. C'est ça les slogans, comme Sarah l'a dit, de 80% du peuple iranien, de 40% du peuple iranien, de 60% du peuple iranien, d'une grande majorité de la jeunesse iranienne. Ils ne vont plus être musulmans, imposer l'islam sur leur tête, ils brûlent le foulard, ils vont avoir la liberté, ils vont avoir la laïcité, démocratie. Je me rappelle dans les années 80, quand j'ai commencé à parler de la laïcité, même mes amis français disaient laïcité. Ah, c'est un mot très ancien, David. Quand j'ai dit danger, le danger de l'islam politique en 1980, oh, danger. Mais la majorité des gens, ils ont appelé Khomeini. Mais tout ça, c'était de propagande. Imaginez-la aujourd'hui. À l'époque, j'avais fait un bouquin, L'homme égal avec la femme, la liberté pour les femmes. C'était quoi, 40 pages seulement. En 1983, je l'ai publié en persan. Zan hamradif mard, c'est-à-dire femme côte à côte avec l'homme. Je vous assure, la plupart de mes amis, ils disaient, David, c'est impossible, la femme ne peut pas être côte à côte avec l'homme. Les gens qui étaient athées, de gauche, socialistes, de droite, ils disaient, c'est impossible. On ne parle pas des musulmans. Non, les gens qui n'étaient pas musulmans, ils ne croyaient pas ça. Mais à l'époque, il ne faut pas que je le cache, il faut que je vous dise. Seulement une personne, il a pris exactement le mot que j'avais donné comme titre à mon livre. Et 2 ans après, une femme était égale avec lui. Lui, il était patron d'un parti politique armé. Et il a choisi une femme comme Hamradif, comme côte à côte. C'est-à-dire, ce n'est pas égalité, non. C'est côte à côte, ce n'est pas un vice-président, non, côte à côte. Même pas co-président, côte à côte, on dit Hamradif en personne. On ne peut pas trouver peut-être le synonyme en français. Alors lui, il a pris une femme de son mouvement, de son organisation, il était à Paris à l'époque. Quand je faisais des articles, il avait ordonné à ses troupes de prendre mes articles de mon journal et publier dans son journal en première page. La plupart des fois, il faisait ça. Aujourd'hui, peut-être la plupart des gens ne sont plus d'accord avec lui, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est une longue histoire, très ancienne, 42 ans. Alors ça, c'était Masoud Rajavi, le patron du Moudjahidine du peuple, le conseil de résistance iranien. À l'époque, il a pris exactement le mot et il a donné à Mariam Rajavi, qui est devenue sa femme après. Et Mariam Rajavi, elle est devenue Hamradif, côte à côte avec Masoud Rajavi. À l'époque, il a commencé à nommer plusieurs femmes comme chef de son mouvement. Mais les autres ne croyaient pas à ça. Les autres, quand on disait femmes, oh, David, les femmes, oh, ils se moquaient aux femmes. Ici, j'avais plein d'amis qui n'étaient pas religieux. Ils étaient étudiants, réfugiés politiques et tout ça. Sa sœur, si elle venait ici, sa sœur n'avait pas le droit de sortir de la maison, sauf pour aller à l'école de la langue française, de l'Alliance française. C'est lui qui le ramenait par le métro, retournait. Les gens, c'était comme ça. Mais ça change maintenant, vous voyez, après des années, quand on parlait de la laïcité, c'était la même chose, islamisation du pays et politisation de la religion. Personne ne croyait pas, mais aujourd'hui, heureusement, grâce à la veille du peuple, nous pouvons constater que la lumière est entrée dans la tête des gens, et cette lumière va brûler
les yeux de ténèbres et les yeux de Satan qui ne sont pas là que pour prendre comme esclaves les femmes, surtout les femmes. Et après les femmes, c'est quoi? C'est les hommes. Et voilà. Alors, le slogan d'aujourd'hui, c'est femme, vie, liberté. Pourquoi? Puisque quand c'est la femme ou les femmes, ils ont la liberté, quand une femme, elle est libre de faire ce qu'il veut, de choisir sa vie, c'est la vie qui est libre, et cette liberté va profiter l'homme et femme tous les deux. Et c'est là qui est vrai et réel. La liberté va arriver. Et vous savez ça, avec la liberté, que la création, la nouveauté arrive, mes chers amis. Alors, il y a notre fille, elle s'appelle Shahador Javan. Il y a déjà quelque temps, peut-être une vingtaine d'années, elle a commencé à faire un bouquin. Son bouquin, il a bien marché. C'était de 50 pages peut-être. Vous l'avez vu à droite, à gauche. Après mon ami Frédéric Parr. Qui avait une responsabilité associative à l'époque. Et il a fait un colloque à l'Assemblée nationale. Il a invité Shahador Javan là-bas. Et c'est là qu'il a commencé à être connu parmi les médias français. Elle est actuellement 100% français, journaliste, écrivain. Elle écrit toujours. Et l'autre jour, la journaliste qui voulait interviewer notre président Macron, c'est elle qui l'a posé la question. Et la question était très intéressante. On va écouter la question de Shahador Javan face à Monsieur le Président. Voilà, on n'a pas le son, peut-être. Voilà, va arriver. De l'Iran. Monsieur le Président de la République, je m'adresse à vous en tant que citoyenne et écrivaine française, fille de l'Iran. Torturer les adolescentes de 16 ans parce qu'elles ont brûlé leur voile dans la rue. Torturer les adolescentes jusqu'à la mort, les abattre dans la rue, ce n'est pas un crime de guerre, c'est pire. Les femmes ont vécu plus de 40 ans dans la peur de sortir de chez elles, de peur d'être arrêtées sans raison. Et croyez-moi, il arrive un moment où l'on n'a plus peur, parce que on a eu peur toute sa vie. Le peuple iranien crie aujourd'hui, nous sommes prêts à nous battre, à mourir pour reprendre l'Iran. Le peuple iranien ne veut plus de ce régime. Alors, Monsieur le Président, est-ce que l'Occident va aider concrètement le peuple iranien contre ce régime criminel et sanguinaire? Voilà, vous avez entendu Shahador Javan, mais de toute façon, même Macron, avant et après ça, il s'exprimait à ce sujet, puisque vous savez que je ne sais pas, au mois de septembre, enfin, troisième semaine de mois de septembre, il était à New York, il a serré la main. De réussi, en plus, il a attendu plusieurs minutes derrière la porte pour que Réussi vienne le saluer. Ça aussi, j'avais reçu le film, mais je ne l'ai pas diffusé, mais je vous le dis pour que vous sachiez que même il a insulté Macron en le laissant attendre derrière la porte pendant quelques minutes, et après il est venu serrer la main et parler avec Macron. Mais Macron, écoutez, il dit qu'il avait honte de cette image, il a honte de voir cette image qu'il a serré la main de la président de la République islamique d'Iran, mais comme il vient de dire, Sarah Droguet et les autres, actuellement, pour soutenir la révolution laïque en Iran, il faut fermer les ambassades, rappeler les ambassades et sortir de la République islamique et des Nations Unies. Voilà. S'ils ne croient pas aux Nations Unies, il faut le faire sortir. Un mot sur l'Iran, naturellement. Les manifestations se poursuivent en Iran pour la 4e semaine. Des femmes, des hommes qui se battent pour leur liberté. Là aussi. Je veux dire très simplement mon admiration pour ces femmes, ces jeunes. Parce que c'est des femmes qui ont commencé
avec courage à tomber le voile et à aller devant les armes. Mais aujourd'hui, ce sont aussi beaucoup de jeunes et des hommes qui se battent pour les droits des femmes et pour ce que ce combat a d'universel. Et donc, de manière très claire, la France condamne les répressions aujourd'hui menées par le régime iranien. Et nous tenons aux côtés de ces femmes. C'est un peuple souverain qui se bat pour sa liberté. Et vous avez serré la main d'Ebrahim Raïssi à New York. Je lui ai parlé et je lui ai dit la même chose. Cette poignée de main, elle a choqué en Iran. Certains se sont dit, c'est un soutien au régime. Absolument pas. Et la France est là depuis des années pour montrer que nous nous battons pour d'abord défendre nos principes, défendre ces femmes et ces hommes, défendre aussi, je le rappelle, des Françaises et des Français et des binationaux qui sont aujourd'hui otages en Iran. Et aussi protéger la région, parce que l'Iran a mené beaucoup d'actions de déstabilisation et lutté contre la prolifération nucléaire. Donc nous sommes engagés. Mais là, de la même manière, et ça ne me fait pas plaisir, vous voyez sur la photo, quand je vois le président iranien. Mais qu'est-ce que c'est que la diplomatie? C'est accepter de parler avec des gens qui ne partagent pas vos valeurs, qui ne partagent pas vos principes, avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ça voudrait dire que c'est la réelle politique. Ça voudrait dire que c'est la réelle politique qui gagne toujours à la fin. Non, ça veut dire qu'on ne fait pas le destin des peuples à leur place. Et qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, il faut le défendre, le dire, le soutenir. Nous ne pouvons pas nous y substituer. Mais il faut reconnaître que quelque chose se passe depuis quelques semaines, et je veux le dire ici avec beaucoup de force, qui d'abord nous bouleverse tous, parce qu'il porte quelque chose de l'universalité du combat qui fait la France. Et ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes mènent avec beaucoup de courage ce combat. Mais ils portent l'universalisme de nos valeurs. Et là où beaucoup, ces dernières années, ont voulu nous faire croire que le droit des femmes était une valeur régionale qui valait pour l'Europe, ils disent juste « nous le voulons pour nous ». Et que toutes celles et ceux qui, sur notre sol, ont dit le contraire, se souviennent de ce que c'est que vivre sous ces régimes. Donc voilà, nous nous tenons aux côtés de celles et ceux qui se battent pour ces valeurs aussi qui nous ont faites et qui continuent de nous faire. Monsieur le Président. Voilà, ça c'était le président Macron qui a bien parlé, il a bien dit des choses qu'il faut le dire. Mais il y en a une chose, des questions, bien sûr, moi je préfère que vous posiez vos questions sur l'antenne en même temps. Mais hors antenne, Isabelle, il m'a posé une question, il dit que moi j'aimerais bien défendre l'Iran, la révolution laïque en Iran et tout ça, mais j'ai peur. J'ai dit, de quoi vous avez peur, madame? Il dit, j'ai peur que les gens, ils me disent que je suis islamophobe. Je pose la question, pourquoi islamophobe, madame? Non, parce que les filles en Iran, ils brûlent leur voile. Alors, vous étiez absent sur cette antenne depuis 40 ans, madame. Depuis 40 ans, vous étiez absent, puisque depuis 40 ans, on avait dit déjà que le voile n'est pas islamique. Ce n'est pas obligation idéologique, même pas idéologique, qui sont croyants musulmans, mais par contre c'est un outil de propagande uniforme pour islamiser la société. Islamiser la société. Pourquoi? Puisque le voile, l'utilisation, c'était même avant Mahomet, avant l'islam, dans le désert d'Arabie Saoudite. Dans le désert, quand vous voulez monter à votre chameau, il n'y avait pas le casque. Aujourd'hui, il y en a des casques. Il y a des lunettes, casquettes et lunettes. Elles n'étaient pas à l'époque. Et vous étiez obligé de protéger votre visage, votre tête, vos cheveux par un tissu. Ce tissu-là a été utilisé par les femmes que les hommes. Et les hommes d'aujourd'hui, les Arabes, c'est leur symbole. Ils mettent sur la tête, on dit tchafia. Voilà. Deuxièmement, une chose qui est très importante, les gens qui sont habitués de lire mes écrits ou écouter mes émissions, j'avais dit depuis déjà 40 ans, j'avais dit ça, j'avais écrit ça. Le peuple iranien, l'Iran, l'Afghanistan, et une grande partie de la Turquie, et la totalité des Kurdes, des Kurdistan, qui sont en Irak, Syrie, Turquie, Iran. Le peuple iranien, le peuple persan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan,
Caucase, Kirghizistan, Turkménistan, tous ces pays-là qu'aujourd'hui ils portent le nom de peuple musulman, ils n'étaient pas musulmans et ils ne sont jamais devenus musulmans carrément. Surtout, je parle des Iraniens et des Afghans. Les Iraniens, les Perses, jamais ils n'étaient pas musulmans, madame. Pour ça, vous devez regarder les Iraniens comme vous regardez un pays non musulman, comme la Grèce, comme la France, comme l'Italie, comme l'Ukraine, comme la Russie, comme les États-Unis, comme la France. L'Iran n'a jamais été musulman. Jamais n'était pas musulman. Bien sûr, ça durait 200 ans, les guerres d'attaque des Arabes vers l'Iran, 200 ans. Mais il était obligé d'accepter un islam. Mais dès le départ qu'ils ont commencé à attaquer les autres pays, les Arabes de péninsule d'Arabie, je vais vous dire, l'Iran avait un rôle assez important de jouer contre l'islam. Déjà, prenez note de ce que je vais vous dire. Prophète de l'islam, M. Mahomet, quand il est mort, il n'a pas fait sortir son troupe de péninsule d'Arabie. Il était en péninsule d'Arabie. Tout ça s'était fait après lui. Ça, je veux dire pour les musulmans. Ils sont sensibles à leur prophète, ils sachent ça. Prophète de l'islam n'a pas sorti de ses frontières qui était l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, très important, prophète de l'islam, en plusieurs fois dans le Coran, hein, la Bible des musulmans, la source le plus importante. Là-dedans, plusieurs fois, prophète de l'islam, il dit wa ma arsalna min rasoul illa bilisan qawmi. Il dit jamais Allah n'a pas envoyé des messagers qu'à la langue de son tribu. C'est-à-dire le messager était désigné de la part d'Allah d'aller réveiller son peuple. Il dit qawm. Qawm, ça veut dire tribu. Seulement le tribu. Alors Mahomet, selon le Coran et selon lui-même, il était messager, prophète, seulement pour son tribu de Quraysh. Même pas pour les autres villages qu'il a attaqués, pour les juifs qu'il les a tués, pour les guerres qu'il a fait avec les chrétiens, parce que vous savez, il a fait beaucoup de guerres contre les juifs. Et il a massacré énormément de juifs. Hein? Beaucoup de ces guerres, c'était contre les juifs, pour gagner de l'argent. Mais lui-même, il disait qu'il est seulement le messager de Dieu, d'Allah, enfin, que pour le peuple qui parle arabe, arabophone, pour les gens qui sont arabophones. Pour ça, peut-être, même si les juifs étaient arabes, ils attaquaient soi-disant. Mais c'était pour l'argent, c'était pour les filles. Ça, c'est très important, que le Coran même, et Mohammed même, dans ses propos, il n'avait pas l'envie, pourtant dans le Coran, il y a qu'on va conquérir le monde et tout ça, mais une partie, il y en a qui dit, il est seulement pour les gens qui parlent arabe. Alors, en dehors d'Arabie saoudite d'aujourd'hui, péninsule d'Arabie de l'époque, les Phéniciens, c'était au Liban, les Babyloniens, Assyriens, Palestine, c'était Israël, les Juifs et tout ça, ils ne parlent pas arabe. Alors, il n'était pas prophète de là-bas. Pour ça, quand il est venu, ils ont attaqué et détruit les villes, les cités, les pays, imposé l'islam et la langue. Certains, ils ont accepté, mais les Iraniens, ils ne l'ont jamais accepté. Pour ça, les Iraniens ne sont pas musulmans, n'étaient pas musulmans. Même aujourd'hui, ils sont en train de retourner à leurs croyances laïques, mitraïques, zoroastriennes, anciennes. Alors, tout le monde le sait. Dans plusieurs de mes livres, j'ai écrit ça, tout le monde le sait. L'Iran, c'est des chiites, on dit. Ils ne sont pas musulmans sunnites. Ils sont musulmans, soi-disant, chiites. Alors, les chiites, ils sont 100% contre l'islam. C'est-à-dire, dès la création, les chiites étaient contre l'islam.
Imaginez-vous, vous ne savez pas tout ça, je suis en train de vous dire, peut-être pour la première fois vous entendez, mais avant j'ai dit plusieurs fois, et j'ai écrit dans mes livres, les Iraniens, qui n'étaient jamais musulmans, qui sont devenus chiites, comment, je vais vous dire. Mahomet, quand il est mort, son premier calife, il s'appelle M. Abou Bakr. Il va rester quelque temps, très peu de temps, après il va mourir. Après, quand il va mourir, c'est M. Omar, deuxième calife qui va attaquer l'Iran, le Rome. Il va attaquer Rome d'abord. Rome, de l'époque, une partie, c'était Istanbul d'aujourd'hui. C'était la Syrie. C'était l'Irak, une partie. L'autre partie, c'était l'Iran. Pour arriver à l'Iran, il était obligé d'attaquer la Rome. Alors, il va attaquer Omar Rome, et après l'Iran. Et dans cette attaque, il va prendre beaucoup d'esclaves, des femmes, des filles, comme aujourd'hui, quand il prend les manifestants qui sont des filles, et il dit c'est des esclaves, on peut les baiser. Et par 50, par 40 personnes, il baise les filles qui été arrêtées 14 ans, 16 ans, 15 ans. Vous voyez? Voilà. Alors, Omar, il va attaquer l'Iran. Après, beaucoup de soldats iraniens deviennent prisonniers. Il ramène une partie qui sont scientifiques dans l'armée, soi-disant, qui sont des généraux. Il les ramène à Médine. Alors, Omar, deuxième calife de Mahomet, il va être assassiné par des généraux iraniens. Les Iraniens ne sont pas musulmans. Ils assassinent le calife. Deuxième calife. Alors, troisième calife, c'est M. Osman. M. Osman, c'est le troisième calife de Mahomet. M. Osman, il va être assassiné par les Égyptiens et les Iraniens qui sont devenus musulmans par la force. C'est-à-dire l'Iran et l'Égypte, ils vont se allier, les généraux qui étaient dans la capitale de l'islam, et les deux, ils vont attaquer, ils vont faire des manifestations. Avec des manifestations, ils vont attaquer la maison de calife, troisième calife de Mahomet, M. Osman, et ils vont le tuer. Vous ne saviez pas ça? Les Iraniens n'ont jamais été musulmans. Les Égyptiens non plus, parce qu'ils ont tué leur calife. Après, quatrième calife, c'est le M. Ali. M. Ali, il était en même temps le gendre de Mahomet. Il avait se marié avec la fille de Mahomet. Sa fille, elle s'appelait Fatima. Il était le gendre de Mahomet et son cousin en même temps. Et il a été élevé dans la maison de Mahomet. Parce que depuis l'âge de 10 ans, Ali est confié à Mahomet par son père de le nourrir, de l'héberger, tout ça. À l'époque, l'homosexualité était libre. Il faut savoir ça, c'est autre chose que je ne vais pas parler de ça maintenant. Alors, Ali, le gendre de Mahomet, le mari de Fatimé, il va être quatrième calife. Alors, le quatrième calife aussi, il va être assassiné par un Iranien. Il s'appelle Ibn Muljam Moradi, mais son vrai nom iranien, c'était Bahmaneh-Jadouieh. Bahmaneh-Jadouieh était un fils d'un général iranien qui combattait contre les musulmans. Son fils aussi, mais son père c'était un général. Et je ne sais pas si vous avez vu le film de Alexandre. Dans le film Alexandre, vous voyez une partie des gens, ils volent habillés en noir, ils volent comme des oiseaux, ils tuent les soldats. On dit c'est le diable. Là-dedans, il dit dans ce film-là, il dit diable. Ça, c'était une méthode de combat persane, puisqu'il savait à l'époque comment on fait d'acrobates ou je ne sais pas quoi pour voler et tuer. Les Chinois, les Japonais, ils font ça dans l'art martial et ça existe ça. Alors, à l'époque, c'était comme ça aussi. Hein? Les soldats iraniens, ils étaient tellement forts qu'il était devant toi, tout d'un coup, il était derrière toi. Et il massacrait les Arabes. Alors, son père, on l'a nommé Jadouieh. Jadouieh, c'est-à-dire, il faisait des miracles. Alors, ce monsieur-là, il va tuer le calife, quatrième calife de l'islam. Vous voyez, les Iraniens n'ont jamais été musulmans. Il a tué le calife. Ils ont tué le calife. Et après, quand on a tué Ali, alors, il dit, Ali, c'est ses enfants, Hassan et Hossein, qui étaient des généraux qui ont attaqué l'Iran. Il les prend comme le chef, comme leur leader, contre le calife.
De là, il crée une branche, soi-disant chiite, que c'est une longue histoire, qu'on ne peut pas parler maintenant, ici et maintenant. Voilà, c'est-à-dire, si vous défendez l'Iran et la révolution laïque iranienne, vous défendez un pays qui n'a jamais été musulman. Les ayatollahs qui sont d'origine arabe et musulmans, ils ont venu en Iran violer, tuer les femmes, les gens. Ils ont imposé leur pouvoir politique. Et ils ne sont pas iraniens. Hein. Ali Khamenei, le turban qu'il a sur sa tête, c'est noir, c'est-à-dire le fils d'Ali. C'est des descendants de Imam Ali. C'est des Arabes, d'origine arabe. Ils ne sont pas iraniens. On n'est pas contre l'arabe. Les Arabes, je l'aime bien, les Arabes, ils sont très gentils, très humains. Mais pour Isabelle qui m'a posé la question, comme quoi, si on défend les Iraniens actuellement, on nous dit que nous sommes contre l'islam. Non, madame. Les Iraniens n'ont jamais été musulmans. Quand vous défendez l'Iran, c'est comme vous défendez l'Ukraine. C'est comme vous défendez n'importe quel pays qui n'est pas musulman, qui est tombé dans les mains de musulmans, que les musulmans sont en train de massacrer, ces gens-là. Vous savez, quand ils tuent les manifestations dans la rue, ils disent « Ya Ali, Ya Allah, Allah Akbar », ils tuent. Comme Daesh, comme tous, toutes et tous, voilà. Comme toutes et tous. C'est-à-dire, soyez sûrs et certains que la Perse, la grande civilisation perse âgée de 7000 ans, je remercie Didier Doplèche, parce que Didier Doplèche, il y a déjà 27 ans, il m'a appris comment utiliser l'Internet. Et à l'époque, le premier site Internet qui était acheté pour moi, c'est par mon ami Marshall Manège, qui est acteur de cinéma à Hollywood. Il s'appelait Aria 7000. Aria 7000, ça veut dire Iran 7000. 7000 ans de civilisation. Il y a déjà 7000 ans, 5500 ans avant que l'islam naît, les Perses, ils faisaient la chirurgie, neurochirurgie. Et ils fabriquaient l'œil. Et ils faisaient des opérations chirurgicales de médecine. Ils connaissaient la pharmacie. Et comme New York Times, il a écrit en 1994, le vin le plus ancien, ça vient de Shiraz, d'Iran. Shiraz. Orchestre, groupe de musiciens, c'est iranien, c'est persan. Algorithme, vous savez c'est quoi? C'est la totalité de l'utilisation de Google, de YouTube, de Twitter, de tout ça. Ça, c'était fait par un Iranien. Les notes de musique, c'était écrit par les Iraniens. Voilà. Les Iraniens n'ont jamais été musulmans. L'islam s'est imposé. Comme c'est imposé à vous, si vous êtes touriste en Iran, vous êtes obligé de porter le voile. Même la femme de François Mitterrand, quand il est allé là-bas, ma copine, elle n'est plus là, Daniel. Quand il est allé en Iran, elle a porté le voile. Ouais. Vous, si vous êtes touriste des milliers d'années, vous étiez allé en Iran, vous avez porté le voile, vous étiez obligé. Mais aujourd'hui, les femmes iraniennes disent on ne veut plus porter ça. Nous ne sommes plus obligés de porter ça. C'est leur droit, mes chers amis. Et c'est leur droit. Et de l'autre côté, c'est quoi? C'est votre tour de parler. C'est votre tour de parler en composant le 08 92 23 95 20, mes chers amis. Je vous écoute. Ici et maintenant. Ta raison, c'est ici et maintenant.